Sorciers et moldus, bonjour. Alors comme prévu, voilà la première vidéo du calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Alors j'imagine que vous devez vous demander ce que nous vous avons concocté pour les fêtes d'hiver. Eh bien la réponse tout de suite avec le générique. Et oui, vous l'aurez compris, nous allons parler de tarot et de la pratique de la divination. L'équipe de la Plume de Poudlard et moi-même avons l'immense plaisir de vous annoncer la sortie de notre tarot des sorciers 100% Harry Potter, accompagné de son livre dans lequel chacune des cartes est finement analysée. Il s'agit véritablement d'un immense projet que nous vous préparions dans le plus grand secret, et ce, depuis plus de 6 mois. Et nous avons tout fait pour le finaliser pour les fêtes de fin d'année. Tout a commencé un matin, après une nuit où j'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, j'étais dans la classe de Trelawney. Celle-ci était occupée à me lire l'avenir dans les cartes de tarot. Sauf qu'en m'approchant, je remarquai que les figures archétypales sur les cartes étaient remplacées par des personnages empruntés à l'univers d'Harry Potter. Je voyais Dumbledore, Voldemort, les détraqueurs et autres créatures s'animer sur les lames mystérieuses de l'oracle, manipulées entre les doigts du professeur de divination. Je me réveillai alors en sursaut avec plus qu'une idée en tête, me procurer ce tarot. C'est alors que je me suis vite aperçu que ce tarot n'existait nulle part ailleurs que dans mon esprit. Je me lançai donc dans l'ambitieux projet de dessiner mon propre tarot Harry Potter. C'est alors que, sans jamais avoir touché un seul pinceau de ma vie, je me suis mis au fourneau et j'ai dessiné les unes après les autres chacune des cartes de l'oracle, selon l'empreinte que le souvenir du rêve a laissée dans mon esprit. Ainsi, avec l'aide d'un ami graphiste, Nastio de la cabane à encre, tatoueur de profession, nous avons travaillé des mois durant pour confectionner cet oracle onirique, unique en son genre. Aujourd'hui, il est enfin prêt à vous l'être présenté. Durant les 24 jours que compose le calendrier de l'Avent, nous allons vous présenter individuellement chacune des cartes que contiennent ce tarot, en faisant l'analyse symbolique des éléments qui la composent. Nous vous informons tout de suite que le livre illustré ainsi que le tarot comprenant les 78 cartes sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard. Donc si par hasard vous n'aviez aucune idée de cadeau, attention, ceci est un message subliminal. Le lien se trouve en description. Alors si vous êtes prêts, commençons tout de suite avec l'analyse des arcanes mineurs. Tout d'abord, il convient de faire une rapide présentation générale du tarot de Marseille. Celle-ci est composée de 78 cartes, regroupées en deux sous-groupes nommés arcanes mineures, 56 cartes, et arcanes majeures, 22 cartes. Si le tarot est utilisé pour la pratique de la divination, la lecture des cartes est plus précieuse pour son usage en tant que support de projection. La pratique du tarot favorise et stimule l'auto-analyse et provoque la prise de conscience de soi dans une démarche tant thérapeutique que de développement personnel. Les 78 cartes qui composent le tarot de Marseille symbolisent 78 aspects du monde psychique de l'homme. Ces cartes ne prédisent pas un avenir hypothétique extérieur au consultant, mais elles reflètent les flux et mouvements de son monde psychique intérieur. Commençons notre exploration du tarot par l'analyse des arcanes mineurs. Celles-ci sont divisées en 4 sous-groupes appelés couleurs. Ces couleurs sont bien connues. Dans le jeu de cartes classique, il s'agit du trèfle, le carreau, le cœur et le pique. Mais dans le tarot de Marseille, elles prennent la forme du bâton, du denier, de la coupe et de l'épée. Nous avons transposé ces couleurs dans l'univers d'Harry Potter aux artefacts de la baguette magique, le galion d'or, la coupe de Poufsouffle et l'épée de Gryffondor. Chaque couleur sont composées de 10 cartes numérales allant de l'as au 10 et de 4 figures ou honneurs, le valet, le cavalier, la reine et le roi, que nous avons changé par un étudiant sorcier, un joueur de Quidditch, une préfète et un préfet pour chacune des 4 maisons. Explorons maintenant rapidement la symbolique des 4 couleurs. Tout d'abord le bâton. Il représente le feu, le phallus, les émotions, les passions, la créativité, les désirs, les pulsions sexuelles, la force, l'énergie motrice,
la spiritualité, par la connexion entre la terre et le ciel. Nous avons transposé le bâton dans notre tarot Harry Potter à la baguette magique. Celle-ci est un symbole de contrôle de soi et de la maîtrise de la magie. Ainsi, la magie circule en chaque sorcier à travers un débordement pulsionnel, analogue aux pulsions sexuelles. Le futur sorcier adulte doit apprendre à contrôler et maîtriser cette magie débordante pour ne pas se laisser entièrement consumer par le feu de ses passions. La baguette magique permet au sorcier de contrôler ses pouvoirs à son seul vouloir conscient. La coupe symbolise l'eau, le cœur, les sentiments nobles d'amour et d'attachement, la famille, l'amitié. La coupe est présente dans la saga Harry Potter à travers la coupe de Helga Poufsouffle. Ce calice, que nous pouvons comparer au Saint Graal, symbolise la coupe de la connaissance ultime dans laquelle tant d'hommes ont tenté de s'abreuver. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance livresque ni intellectuelle, mais d'une connaissance de soi, une connaissance du cœur et des émotions. Aussi, la coupe est symbole de source de vie. Elle est le creuset des émotions où loge le cœur. Ce symbole sied bien à la fondatrice de Poufsouffle, connue pour sa générosité et la bonté de son cœur. L'épée, quant à elle, symbolise l'air, l'esprit, la raison qui tranche, le mental, les idées, la communication, l'intellectualisation. Comment passer à côté de l'épée de Gryffondor? C'est un incontournable de la symbolique pottérienne. L'épée est le symbole de la lumière tranchante et juste. C'est par l'épée de Gryffondor que Neville Londubat tranche la tête de Nagini, le serpent de Voldemort, révélant en plein jour la nature du Seigneur des Ténèbres. L'épée illustre le pouvoir d'action de la connaissance. Elle est le symbole absolu de la justice et du combat spirituel. Elle est identifiée à la lumière. L'épée apporte la connaissance en coupant les chaînes intérieures qui entravent et aliènent les hommes. L'épée évoque la victoire du bien sur le mal. Enfin, le denier symbolise la terre, le corps, la matérialité, la richesse, tant financière que culturelle, le concret. Les deniers peuvent être aisément assimilés aux galions d'or que contiennent la banque Gringotts. L'or est symbole de richesse, tant matérielle que culturelle. Les galions d'or illustrent le patrimoine hérité à la naissance, comme l'or dont hérite Harry, laissé par ses parents, mais aussi celui que nous accumulons tout au long de notre vie par notre travail. Dans le tarot, le denier symbolise tout ce qui a pour effet de nous enrichir, mais aussi de nous appauvrir. Nous nous enrichissons par notre travail, mais aussi par nos rencontres, et nous nous appauvrissons par notre inertie et notre manque d'échange. Et oui, car ne rien partager nous ôte toute possibilité de recevoir en retour. Mais qui dit denier dit forgeron. Le denier est lié à l'élément de la terre. Dans le récit pottérien, cette fonction est endossée par les gobelins. Ils sont les gardiens de la banque Gringotts et de légendaires forgerons. Ils sont les gardiens souterrains des richesses faites d'or, d'argent et de bronze. Ainsi, les gobelins sont les garants des trésors enfuis et des mystères protégés. Gardons également à l'esprit que l'or est agent d'inégalité sociale. Cela se ressent tout particulièrement dans le rapport à l'argent qui crée la discorde entre Ron et Harry. Aussi, apprenons à nous détacher de la matérialité du monde pour nous tourner vers d'autres sources de richesse, tels que les liens sociaux, l'amour et l'art de vivre ensemble. Ainsi, chaque couleur symbolise un aspect différent de l'intériorité de l'homme. Penchons-nous maintenant sur la symbolique de la numérologie liée aux cartes numérales. Le 1 illustre la graine, l'embryon indifférencié, la materia prima, qui n'a pas encore pris de forme fixe. En cela, elle peut potentiellement être tout, mais elle n'est encore rien à ce stade. Le 1 symbolise l'avant-naissance. Le 2 illustre la rencontre avec l'autre, la réceptivité, la passivité, l'accumulation, l'isolement. Le 2 symbolise le bébé. Le 3 illustre la créativité pure et incontrôlable, la franchise, l'action, la crise identitaire de l'enfant, l'affirmation. Le 3 symbolise donc l'enfant. Le 4 illustre la stabilité de la table à 4 pieds, l'immobilité, la responsabilité. Ainsi, le 4 symbolise le jeune adulte. Le 5 ensuite illustre la crise de la quarantaine, le besoin de plus. Le 5 symbolise l'adulte. Le 6 illustre le dépassement, la beauté, le luxe, l'accomplissement, le confort. Le 6 symbolise la maturité. Le 7 illustre la domination, le contrôle de toutes ses facultés, l'action portée sur le monde, le fait d'aller vers l'autre, le besoin de s'étendre. En cela, le 7 symbolise l'expansion. Le 8 maintenant illustre la perfection, l'harmonie, l'équilibre parfait, mais aussi la froideur. Le 8 symbolise la sagesse.
Le 9 illustre l'achèvement de son œuvre, la mise au point sur sa vie, le fait d'être conscient d'arriver au terme d'un chemin. En cela, le 9 symbolise la vieillesse. Et enfin, le 10 illustre la transcendance, la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau. Le 10 symbolise la mort symbolique et la renaissance. Concernant les 4 figures ou 4 honneurs, valet, reine, roi et cavalier, on peut résumer leur symbolique. Tout d'abord, le valet n'a pas encore un statut ni une légitimité. Il est en apprentissage, mais il est traversé d'une envie d'agir. Le cavalier est un être accompli qui porte ses actions dans le monde extérieur. Désigné par le roi pour rapporter les richesses dans son royaume, le cavalier est un missionnaire en quête du Graal, envoyé par le roi Arthur. La reine, alors je vous préviens, attention à la misogynie de la symbolique empreinte au Moyen-Âge. Donc la reine, je disais, illustre la maîtrise, la stabilité et l'action, mais traversée d'une douce énergie protectrice et maternelle. La reine illustre la pensée intuitive à l'écoute de ses émotions et de son imagination à la fois réceptive et nourricière. Enfin, le roi bénéficie autant de la légitimité d'action que la position sociale pour imposer ses choix. Il est l'image de la sagesse indissociable à son statut, quitte à être quelquefois tyrannique. Il symbolise cependant le confort et la richesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la deuxième vidéo qui sera alors consacrée à la première carte des arcanes majeures, à savoir le mat. Et à partir de demain, nous analyserons individuellement chacune des 22 cartes des arcanes majeures. Si vous ne les connaissez pas, en voici l'ordre. Nous commencerons avec le mat, suivi du battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom, dit aussi la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et enfin le monde. Ainsi, je vous laisse spéculer et chercher par quel personnage de l'univers Harry Potter ai-je transposé chacune de ces 22 cartes. En commençant évidemment par le mat. Laissez cours à votre imagination et partagez vos hypothèses en commentaire. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous vous rappelons que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens sont en description. Pour l'heure, je vous dis à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, tchuss les moldus!